et merci d'être là en ce mardi 12 juin, un mardi où on aura plusieurs thématiques à développer dans cette matinale. Bonjour d'Algérie en l'occurrence, ça démarre très bien. En tout cas, dans un petit moment, vous aurez l'occasion de retrouver Amal Laribi pour le meilleur des nouvelles du ciel, c'est-à-dire un point météo. Mais avant, on aura dans ce magazine à parler d'art plastique dans la rubrique de Nassiba Jaïdir qui reçoit aujourd'hui deux artistes à l'occasion d'un vibrant hommage qui a été rendu à feu Salah Ayoun, un artiste qui nous a quittés cette année, hélas. Donc les artistes lui rendent hommage, reviennent par une exposition sur la mémoire et le parcours de Salah Ayoun. C'est dans la galerie El Yasmine à Alger. Ils sont plus de 4000 participants d'envergure nationale et internationale à prendre part à un grand événement, donc à l'initiative de la wilaya d'Alger. Il s'agit du sommet international des Smart Cities. Et oui, nous allons développer cette thématique dans un petit moment avec un artiste doublé d'architecte. Lui est établi à Berlin. Il est conseiller sur le projet de Smart City, c'est-à-dire le développement de notre capitale à hauteur justement de quelques années. Donc on verra tout à l'heure en une capitale qui utilise les technologies modernes dans sa gestion, dans son développement. Donc Alger pourrait devenir, à l'instar de grandes capitales du monde, une ville intelligente. On verra un petit peu ce qui a été mis comme moyen à l'effet de ce développement. Dans cette matinale, nous aurons aussi le plaisir de recevoir le président du réseau NADA, le réseau qui est chargé de la promotion et justement de la promotion aussi de la sensibilisation autour des droits de l'enfant. Ce réseau fédère plus de 130 associations. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la journée internationale consacrée, ou plutôt de lutte contre le travail de l'enfant. Et puis, dans cette matinale, nous recevrons également la présidente d'une autre association. Cette fois-ci, on parlera avec elle de sport féminin, puisqu'elle est à la tête d'une association qui œuvre pour la promotion et le développement du sport féminin. Et il s'agit en l'occurrence d'Assia Zerouki, donc qui viendra nous parler de tous les sports féminins en Algérie, mais aussi qui nous permettra de saluer très bas notre équipe nationale féminine de football qui vient de décrocher son ticket de passage à la CAN, c'est-à-dire la Coupe d'Afrique des Nations, pour ce qui est des compétitions féminines. Voilà qui est dit par rapport à cette matinale et son programme. Voyons un petit peu ce que nous disent les nouvelles du ciel avec Amal Laribi. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Bonjour Amel. Bonjour Adia. Ça va? Ça va très bien, merci. Très bien, on n'est pas encore sorti du printemps, je pense. Non, il va faire beau. Il va faire beau. Ah, que du journée soleil. Printanière. Exactement. Merci, alors donnez-nous tous les détails s'il vous plaît Amel. On est impatients. D'accord. Allez-y. Bonjour à tous, c'est mon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, le ciel se montrera plutôt souvent voilé sur les régions de l'ouest, le centre également, l'est du pays, avec toutefois le ciel qui va devenir nuageux à l'est, accompagné de quelques pluies durant la journée. Vers les régions intérieures, des formations nuageuses sur l'ouest, le centre, également l'est. Par contre, la moitié sud connaîtra un ciel voilé vers l'extrême sud, le Gartassili également le Sahara oriental avec une tendance orageuse. Partout ailleurs, rien à cielo. Le soleil sera au rendez-vous sur le sud-ouest, la Sahara, le Nord-Sahara, le Sahara central avec deux fréquences augmentables vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, seront plutôt agréables pour la saison avec un maximum toutefois de 35 degrés du côté de Tébessa, 25 Alger, 27 Sétif, Mascara et Tlemcen, 26 degrés à Oran, à Naba, 30 Batna, 36 à Djelfa, au sud 42 degrés du côté de Gardaya, 37 à Bécha, 38 Tindouf, 44 Hassim Saoud, Ouagla et Adrar, 46 degrés le maximum Insalah, Borj Beji Mokhtar, Ingzam et Ilizi, en passant par les 40 degrés Tamanrasset et Janet.
Et comme d'habitude, un petit voyage s'impose du côté de l'Europe où le temps restera menaçant avec des pluies à Paris également, Marseille, Bordeaux, Bordeaux avec des orages, passagèrement nuageux à Dublin, Londres, Lisbonne, Prague, Copenhague, Varsovie, plutôt dégagé à Rome, Budapest, Bucarest, Athènes et Berlin. Le mercure affichera 17 degrés à Dublin, 20 degrés à Londres, 18 à Paris, 22 Bordeaux, Copenhague, 25 à Varsovie, 30 degrés à Budapest, 29 à Rome, 25 à Madrid, 21 degrés Lisbonne et enfin le maximum cette fois-ci à Bucarest, également Athènes avec 32 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. Vous avez suivi l'air du temps avec Mobilis. Mobilis, partout avec vous. Je le disais au début de cette émission que nous allions parler de ville intelligente, de Smart City, avec notre premier invité de ce plateau, Louafi Kamel, bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes artiste, également architecte, vous évoluez à Berlin depuis pas mal d'années, donc, et vous faites des allers-retours vers Alger à l'occasion d'un poste qui vous a été confié, ou plutôt d'une mission. Vous avez été investi d'une mission par la wilaya d'Alger. Vous êtes conseiller auprès de M. Louali dans une commission en particulier. Oui, je fais partie de la commission, je ne suis pas le seul. Il y en a encore 4 autres partenaires. On a fait appel à nous, quelques-uns de l'étranger, d'autres d'Algérie, pour orienter un peu le CNERU, qui est un très grand bureau d'études d'Alger, qui est en train de réaliser les POS. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les plans d'occupation des sols, c'est la suite du BDO. Donc ils sont en train de réaliser cet état de fait et nous on les conseille, on les oriente. Oui, voilà. Très bien. On voit en tout cas Alger se transformer petit à petit. On voit justement l'émergence de certains projets très importants. Celui de la baie d'Alger en l'occurrence, l'aménagement ou réaménagement de tout le parcours qui entoure l'Oued El Harrach par exemple, qui est un très grand projet, très important pour la capitale. Et puis l'aménagement des parcs, des espaces urbains. C'est vrai qu'Alger prend un visage nouveau depuis pas mal d'années. Oui, vous avez raison, mais surtout vous avez parlé de la Smart City. La Smart City ne pourra pas fonctionner si ce plan d'occupation des sols ne sera pas développé dans les règles de l'art. Et qu'est-ce que c'est que la Smart City? La Smart City, c'est la ville intelligente. Oui. Et tout ça se fait un peu pour le citoyen et la citoyenne. Non, plutôt pour la citoyenne, je m'excuse, et le citoyen. Oui. C'est pour leur bien-être, c'est pour consolider un peu leur bien-être, pour avoir une belle vie. Et on souffre à Alger de cette circulation, de cette pression. Oui, justement, j'allais vous poser la question, qu'est-ce qu'une telle intervention en ville, c'est-à-dire la ville intelligente, qu'est-ce qu'elle peut apporter comme plus, comme plus-value dans une capitale comme la nôtre. Vous savez, la Smart City, c'est quand même un qualificatif qui est très large. Oui. Donc, ça dépend comment on le prend. Les architectes, les paysagistes comme moi, on le prend, si vous voulez, d'un côté très simple. Et nous, on dit qu'il s'agit de créer des appartements, des bâtiments, des zones urbaines, des espaces publics.
qui sont très intéressants pour la population, qui puissent se reposer, qui puissent accepter. On veut faire de la ville, si vous voulez, un centre culturel. Oui. Ça, c'est très important. Et la Smart City, c'est quelque chose de numérique. D'abord, on la comprend comme un truc numérique. Mais pourquoi? Parce que ça vient de beaucoup de villes comme Hong Kong, oui, comme Singapour, là où la pression sur le sol est très importante. Oui. Donc pour nous, la pression sur le sol, elle est très importante pour la ville d'Alger. Ça commence parce qu'il n'y a pas moins de 5 millions d'habitants. Oui, parce que la ville d'Alger, quand même, c'est une île. Elle n'a pas la chance de se développer, si vous voulez, parce que derrière, on a quand même les terres agricoles, on ne voudrait pas quand même les détruire. C'est quelque chose de très important. Moi, je suis architecte, surtout paysagiste, donc je dis la protection d'une surface verte, c'est comme si on protégeait le paradis, Jannah. Pendant que vous parliez, des images défilaient dans l'écran, justement, et ces images illustrent un petit peu vos œuvres, vos ouvrages, à Berlin notamment, c'est bien cela, où vous avez, en Europe, dans différents... Dans des pays arabes. Voilà, où vous avez installé des structures dans des parcs, donc dans des espaces urbains communs, comme vous le disiez tout à l'heure, et ce sont des aménagements qui font partie d'un ensemble intelligent. Comme on vient de citer la ville de Dubaï par exemple, Dubaï est une ville intelligente qui a commencé un petit peu à utiliser... Aujourd'hui j'ai un chat dans la gorge qui m'embête, je suis désolée. Mais donc je disais que cette ville avait connu un essor cette dernière vingtaine d'années, mais disons durant la décennie on a installé les jalons pour une ville intelligente, donc on gère pas mal l'aspect dans cette ville. Oui, un petit exemple. Par le biais des technologies modernes, parce qu'on se dit comment est-ce que des espaces verts, voilà, des espaces culturels, ça existe dans toutes les capitales, dans toutes les villes, et comment est-ce que ces espaces deviennent intelligents en fait? La question se pose comme ça. Vous savez, il y a plusieurs années, quand les gens ont commencé à utiliser le Feng Shui, c'est une philosophie asiatique pour un peu faire des espaces que les génies, que les génies, il ne va pas directement, c'est une philosophie, si vous voulez, très moderne. Et nous, les architectes, les paysagistes, on était un peu surpris parce que généralement, dans notre travail, on était déjà des feng shuistes dès le départ. Voilà. Parce que chaque architecte, chaque paysagiste qui ne fait pas ça d'une manière harmonieuse, il n'a pas réussi dans son boulot. Donc ce qui fait, je ne veux pas réduire la Smart City à cet exemple, mais la Smart City c'est aussi ça. Ça veut dire que ça peut créer un impulse pour les architectes, pour commencer à penser à de nouveaux matériaux, de commencer à penser comment est-ce qu'on peut structurer les appartements. Vous savez, en Algérie, par exemple, chez nous, il y a quelque chose de très important. Quand vous vous mariez, vous avez des enfants et vous construisez un château. Alors ils grandissent, et ça a changé, ils ne veulent plus rester chez vous. Ils partent ailleurs. Ils partent ailleurs. Alors et la maman et le papa, ils se retrouvent avec une bâtisse extraordinaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent rien faire. Oui. Et vous savez, en Europe, maintenant, on est en train de construire des appartements avec 2 entrées. Ça veut dire que les gens, quand ils achètent un appartement dans un bâtiment, c'est avec 2 entrées. Et pourquoi? Parce que quand les gosses partiront, quand les filles et les gosses partiront, ils pourront, si vous voulez, sous-louer cet appartement. Voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent réduire leur espace, mais qui reste aussi un espace de qualité. Donc c'est dans ce sens-là. C'est un aspect de la durabilité d'une ville, éventuellement, ou de la réflexion autour de la durabilité. Une ville intelligente, ça rend aussi les espaces durables, quelque part. Oui, et je reviens maintenant sur moi, ce que je fais. Moi, j'essaie un peu de casser un peu ce strict minimum qu'on veut. Vous savez qu'en Algérie, on travaille énormément avec les urgences. Quand vous faites quelque chose, on vous dit tout de suite demain, c'est tout. Moi, j'ai un peu réfléchi sur la ville d'Alger et je me suis dit, et ce que je vais apporter un peu mon plus dans cette situation, il faut dire que nous, on n'est pas en train de faire des aménagements, parce que c'est plus tard dans des concours, c'est plus tard avec beaucoup d'architectes, avec des Algérois, des gens d'Oran, de tout, parce que la belle Alger, elle appartient à tout le monde. Oui. Mais il faut réfléchir à des visions. Par exemple, la ville d'Alger, il faut réfléchir à cette vision d'aller sur la mer, peut-être, comme l'a fait Dubaï. Oui. Il faut avoir ce courage. Une ouverture voilà, sur la mer de gagner du sol. Il faut, si vous voulez, étendre le littoral. Moi, je vous ai ramené quelques petits dessins, on peut voir. Étendre le littoral et mettre, si vous voulez, toute la circulation, toutes les infrastructures dessous, et vous gagnez un terrain qui est formidable. Oui. Et donc, vous allez faire passer, on voit dans ce plan... Donc, vous parlez d'aménagement du sous-sol. Pour non, libérer pas simplement du sous-sol, d'aller, si vous voulez, sur la mer de 1 km, ce que vous voyez en rouge, ça veut dire, là, en bas, si vous voulez, c'est la côte actuelle, il faut aller avec la même forme, si vous voulez, parce que c'est un patrimoine quand même culturel, et sous cette
Sous cette terre, si vous voulez, vous aménagez tout. Quand vous allez à Dubaï, vous avez des infrastructures sous le sol, des gares, Oui, des trains. tout On à le fait à fait. Stuttgart. Jumeirah est un Voilà. exemple, très bel exemple de cet Voilà. aménagement où tous les espaces sont voilà, accessibles à tous et aménagés de manière très intelligente, effectivement, de manière à ce que tout le monde puisse accéder facilement, tout le monde puisse en profiter et avoir ce rapport à la mer qui est très impressionnant. C'est un atout qui est pour Oui. nous très important. Donc, il ne faut pas simplement ouvrir ça sur la Ouais. mer, mais si vous voulez, quand vous réfléchissez à Barcelone, à Marseille, à Tanger, ils avaient tous les mêmes situations qu'on avait. Ils avaient la gare, ils avaient le train, les gens ne pouvaient pas aller sur la mer. Et voilà cette image que je raconte Oui. un peu pour ouvrir ça sur la mer. Et surtout pour garder cette amirauté. C'est quelque chose, c'est un patrimoine extraordinaire. Et donc, ces villes-là se sont ouvertes aussi sur la mer. Tout Et à qu'est-ce fait. qu'ils ont fait? Ils ont enlevé complètement toutes ces infrastructures et ils les ont mis sous terre. Et ça, c'est très important. On pourrait le faire. Oui. Mais il faut qu'on réfléchisse, si vous voulez. Ça, c'est la place des Martyrs, par exemple. J'ai réfléchi à la place des Martyrs, ce que vous voyez. Pour moi, parce que c'était très important, c'est un espace culturel. Oui. Il faut qu'il ait, si vous voulez, une sensibilité très forte. Oui. Et c'est des idées que je ramasse et des idées que je fais. C'est vrai, un peu. en tout cas la wilaya d'Alger travaille sur ces idées depuis quand même pas mal de temps. À l'époque du gouvernorat du Grand Alger, déjà, oui. un concours avait été pour la première fois lancé, adressé aux designers. Et beaucoup de designers algériens et étrangers avaient pris part à cette initiative de relooking de certains espaces, entre autres la place des Martyrs que vous venez qu'on vient de voir. Vous savez, moi je vous dis une chose, nous avons une chance que nous avons un wali qui est très actif. Nous avons un ministre aussi de la ville qui est très actif. Oui. Nous avons un ministre de la culture qui est très actif. Tout à fait. Alors il faut qu'on profite tous de cette énergie. Et je suis très heureux qu'ils organisent cette Smart City avec autant de monde parce qu'il va y avoir, si vous voulez, beaucoup d'orateurs qui vont venir, qui vont raconter leur expérience. Et moi, je conseille à beaucoup d'Algériens Oui, d'y aller. de Par exemple, ça participer. c'est un exemple, je voudrais bien montrer, c'est la Casbah. Oui. Et je dis que la Casbah, on peut la sauver simplement si on peut permettre à ce qu'on fasse quelque chose de nouveau aussi, Oui. mais pour améliorer, si vous voulez, la qualité de la vie. Oui. Et moi, je pense que c'est très important que les gens aillent dans cette réunion, qu'ils puissent, si vous voulez, s'initier, qu'ils puissent, si vous voulez, participer aussi. Et puis être à l'écoute de toutes les expériences qui vont être voilà, valorisées pendant cette occasion. Donc plus de 4000 participants sont attendus pour le 27 et le 28 du mois de juin. Voilà, ça va être étalé, si vous voulez, sur Au les centre des 2-3 jours. conventions. Ça va être étalé sur les 2-3 jours. Il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup de discussions. Oui. Tout, mais si vous voyez la liste des invités, c'est des gens quand même qui ont eu une expérience dans ce domaine depuis longtemps. Et nous, on ne peut qu'y Il y aura gagner. des leaders justement de l'investissement Voilà. en ville intelligente. Et beaucoup d'Algériens. Et il y aura Qui sont la à diaspora. l'étranger. La Ouais. diaspora Ouais. était aussi Ouais. conviée à ce sommet. On l'appelle le sommet international des Smart Cities. Ça se passera donc le 27 et le 28 juin prochain au niveau du Centre international des conventions. Club des Pins, donc. Ouais. Et bien sûr, il y aura aussi tous les leaders en matière d'innovation technologique. C'est aussi eux qui sont concernés par cet événement. Bien sûr, parce que Il y vous aura savez, deux volets, en fait. oui, il y aura deux volets. Mais si vous voulez, ça a un peu commencé un peu avant. Et je ne sais pas, pour beaucoup d'Algérois, ils se retrouvent dans une situation quand même formidable. Depuis quelque temps, vous avez deux apps dans Oui. votre téléphone et vous pouvez commander un taxi. Oui, tout Et à fait. vous pouvez commander un taxi, des fois vous commandez un taxi, juste vous lui dites si vous voulez de tel endroit à tel endroit. On Oui, vous deux décrit combien. startups qui ont été créées par de jeunes. Voilà. Et vous avez, si tu veux, une deuxième qui vous dit aussi, c'est très important en Algérie, vous pouvez commander votre taxi, vous dites, vous venez à 11h. Oui. Les deux, je ne veux pas maintenant faire la publicité pour les deux, mais... Non, mais comme c'est très nouveau, c'est assez nouveau, on peut toujours les encourager, les Bien citer. sûr, ouais. Il s'agit bien sûr de Yassir et de Koursa, Ouais. et qui sont Voilà. deux Et startups. Temtem. Oui, Ouais. et Temtem aussi. Ouais. Donc elles sont trois Ouais. applications déjà lancées et voilà, opérationnelles et qui ont prouvé déjà leur utilité. Donc c'est très bien, c'est à très bien. encourager. Et moi, Ça va soulager un petit peu, ça va désengorger. Les transports urbains ne sont pas toujours à la portée de tout le monde et pas facile toujours à trouver dans certains quartiers, localités. Bien sûr, le soir, si vous êtes quelque part, Oui. une femme ou quelque chose comme ça, je ne sais pas, un homme, une femme, le soir, vous êtes dans un endroit, je ne sais pas, vous ne voyez personne, c'est très bon d'avoir cela. Moi, ce que je voudrais dire, il ne faut pas refuser cet esprit moderne qui arrive vers nous, de la Smart City.
Et je salue ses responsables, surtout je crois une dame qui s'appelle Madame Slimani qui organise tout cela. Je trouve que c'est osé et c'est très bien osé. Oui. Donc ce qui fait, il faut qu'on en profite de cela. Oui, Fatiha Slimani qui est conseillère de la wilaya d'Alger, responsable des investissements du projet justement de la Smart. Moi j'ai dit c'est la maman de la Smart. Oui. En fait c'est une rêveuse et on a besoin de rêveurs de sa trempe qui pourraient justement concrétiser des projets comme ça un peu fous, imaginer Alger autrement et permettre justement toutes les possibilités aux architectes. Bien sûr, moi j'ai reçu hier un mail de jeunes Algériens, un jeune Anis Rahmoun et sa sœur Nesma et quelqu'un d'autre qui étudient, qui ont terminé leur étude et qui ont créé un atelier d'Alger virtuel, si vous voulez, pour la participation, pour la discussion. Et j'ai beaucoup aimé leur texte parce qu'à la fin, ils ont raconté un peu toute leur vie à Alger, la période noire où ils ont été frustrés, la période où ils vont dans la piscine, où ils se sauvent, ils ne disent pas aux parents, on va aller dans la piscine. Et à la fin, ils ont terminé cela, c'est devenu des architectes, je crois, d'autres étudiants et tout. Et ils disent, permettez-nous, messieurs, de rêver. Oui. C'est formidable. C'est excellent. C'est excellent. Et il y a tout un espace qui sera justement consacré aux startups dans cette manifestation, dans ce sommet. Donc il y aura un des volets, c'est voilà, le développement écosystème des startups et d'innovation. Et puis l'autre aspect, c'est le développement, plutôt la valorisation de la diaspora. Parce qu'on a convié énormément justement de cerveaux, disons, d'artistes, d'architectes un peu comme vous, à travailler sur ces idées? Oui, moi quand M. Le Wali et M. le ministre m'ont demandé, c'est M. le ministre de la Culture, quand ils m'ont demandé de participer, la première des choses qu'ils m'avaient dit, ah monsieur Louafi, nous on n'a pas d'argent, hein, vous allez aider l'Algérie. Hein. J'ai trouvé ça formidable, pourquoi? Parce que je suis un peu en fin de carrière, donc je n'ai pas besoin de beaucoup de projets. Et ils m'ont demandé de participer à cet engagement que j'ai aimé, pourquoi? Parce que la ville d'Alger quand même c'est une ville symbolique. Il y a des gens qui ont travaillé sur cette ville d'Alger qui étaient super intéressants. C'est Le Corbusier, c'est Pouillon, c'est Bouchama, c'est pas mal il y a pas mal d'histoires dans cette ville. On a besoin de voir des empreintes algériennes, voilà, d'architectes. On a quand même... Bouchama, c'est un Algérien. Oui, hein. Bouchama. non, je le sais. Il y a Faidi aussi. Faidi qui a été, qui a eu l'opportunité de travailler sur de grands projets de la ville d'Alger. Oui, monsieur Faidi, monsieur Marhoum. Il y en a plein de cette nouvelle génération. On a besoin de tout ce florilège. Bien sûr. Et je pense que ce mélange entre ce talent local et le talent qui est parti et qui revient, parce que les Algériens qui partent, ils reviennent toujours. C'est très important de l'utiliser à des fins à des résultats. Pour un bon échange d'expérience. Voilà. Mais moi, je suis un peu partisan de concours, parce que moi, j'ai réalisé pratiquement tous mes projets, c'est des concours internationaux, je les ai gagnés. C'est ce qui devrait se faire. Voilà aussi, ce que je suis en train de prédire. Donc tout cela, nous sommes en train de faire. Je souhaite faire un atelier d'Alger. Je souhaite ramener des gens d'un peu partout dans le monde, d'Algérie, d'Oran, de Ouargla. Vous savez, il y a une femme qui est formidable, qui s'appelle Turki Yasmine, qui travaille sur l'architecture de terre. Ramener toutes ces personnes-là et faire, si vous voulez, un atelier d'Alger, faire un workshop. Et ce qui est important dans tout ça, c'est quand vous faites le workshop, vous travaillez avec des étudiants et vous ouvrez vos ateliers à la population. J'ai eu une expérience extraordinaire en Allemagne, à Hambourg, on avait fait ça 2 fois une semaine, et c'est formidable. Et donc si vous faites ça, et après vous avez... Et c'est pour plus d'équité aussi. Oui. Parfois, on peut aussi découvrir 2 projets très intéressants qu'on peut combiner, donner la chance à 2, 3 talents d'émerger et de travailler sur de grands projets. La baie d'Alger est un immense projet, donc ils peuvent être nombreux à apporter leur empreinte, à accéder à ce type de projet. Et c'est vrai que rien ne vaut un concours pour cela. Oui, ce sera des concours, pour que tout le monde ait sa chance, pour que tout le monde puisse transmettre, participer. La transparence. Voilà. Ça veut dire l'État aussi sera, si vous voulez, dans cette situation, pas dans une situation on a travaillé avec celui-là et celui-là. Ça veut dire que on crée, si vous voulez, un effet éthique formidable. Et cet effet éthique formidable, il peut, si vous voulez, se répercuter sur beaucoup de gens. Donc ce qui fait celui qui gagne le concours
ça veut dire qu'il le réalise. Celui qui ne gagne pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais dans le moment, le jury a choisi ce concours. Et il faut qu'on accepte cela. Et ça, c'est un esprit démocratique. Voilà, et si les concours se multiplient, celui qui n'aura pas gagné le premier aura peut-être sa chance au second, Il y en aura troisième. plein. Et Dieu sait que Alger ou l'Algérie est un immense chantier. Oui. Très intéressant pour les architectes, donc voilà. Pas simplement pour les architectes, moi je dis pour les architectes, pour les paysagistes, pour les artistes, Oui. pour les gens de culture. Vous savez, la ville, elle a énormément inspiré beaucoup d'artistes Oui. qui ont dessiné, elle a inspiré beaucoup d'artistes qui ont Absolument. écrit. Donc même le ministère de la Culture, c'est pour lui quelque chose de formidable. C'est un laboratoire extraordinaire. Très bien, on espère en tout cas voir prochainement vos structures installées dans des espaces urbains d'Alger. J'espère si je gagne un concours. Ah ben, bonne chance alors, bonne Merci. chance, c'est de bonne guerre en tout cas. Et merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce matin, Monsieur Louafi Kamel. Donc je rappelle que vous êtes architecte et puis également paysagiste, artiste, voilà. Plusieurs cordes à votre arc. Oui. C'est très intéressant en tout cas pour avoir une vision sur une ville, une vision sur un pays, une vision sur une cité. C'est très bien. Vous êtes là, je le rappelle aussi pour ceux qui nous suivent et qui auraient raté un petit peu le début de cette séquence. C'était pour aussi évoquer et rappeler l'événement très attendu par les architectes et aussi tous les leaders en technologie. Il s'agit donc du sommet international des Start City qui sera abrité par le Centre international des conventions le 27, 28 et 30 éventuellement. Oui. Voilà, il pourra y avoir 29 et plutôt, voilà, 27, 28 et 29 juin prochain, donc au centre des conventions. Donc ceux qui sont intéressés par tout cet échange qui est proposé sur cette plateforme, donc le détail sur Internet, effectivement. La Wilaya d'Alger propose pas mal d'informations pour cet événement qui est placé sous l'égide justement, ou plutôt le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, merci. Je vous remercie. Merci, aussi. Je vous souhaite bon vent pour tous les projets. Et voilà, pour surtout le projet de la baie d'Alger sur lequel, voilà, que vous défendez jalousement. Avec plaisir. Bravo. Merci. En tout cas, nous continuerons de parler d'artistes ce matin, puisque nous revenons sur la mémoire de Salah Ayoun, feu Salah Ayoun, qui nous a quittés cette année, qui a vraiment voilà, laissé un grand vide dans la famille artistique. Voici d'abord un portrait de cet artiste, avant de retrouver les invités qui eux aussi rendent hommage à Salah Ayoun dans la galerie El Yasmine ce matin, dans aussi la rubrique Mosaïque de Nassiba Djaïdi. Restez avec nous. Là, je viens de commencer une plaque de zinc où je vais faire une eau forte. Une eau forte, il faut protéger la plaque avec un vernis, le vernis, et ensuite dessiner avec la pointe sèche le sujet. D'un support de travail à un autre, il y a toujours une sensibilité en éveil. Hommage à un artiste fidèle à ses valeurs et au respect d'autrui. C'est un artiste qui évoque l'humain dans sa peinture, dans tous ses états.
C'est un travail très expressif, plein d'expressions. C'est le génie, quoi. C'est le génie de l'artiste qui parle. Il va de la gravure à la peinture à l'huile en passant par le pastel. Et son travail est toujours extrêmement coloré et très trituré, très torturé et trituré à la fois. Entre une création et une autre, un temps de pause avec l'artiste peintre Abderrahmane Barti. Le passé et le présent qui se télescopent, un nom, une œuvre, un itinéraire créatif et prolifique. Je suis en train de préparer une expo de gravure et surtout je vais axer sur le gaufrage sans couleur. Un artiste ne peut pas vivre que sur un seul peinture, on s'en lasse. Moi, je n'ai pas la patience de travailler sur une technique pendant X temps. Je suis curieux de nature. Les dernières images de Salah Ayoun, des images rapportées par Nassiba Djadir, donc après la voici avec nous en images également. Chériandos, moi je dirais pour moi. Bienvenue Nassiba, bonjour. Bonjour Adia, bonjour à vous tous, ravie de vous retrouver tous les mardis. Tous les mardis, c'est toujours un plaisir de revoir Salah Ayoun. Merci. Vraiment, voilà. Il nous a quittés, il a laissé un grand vide dans la famille artistique cette année. Il a marqué son empreinte, l'art pictural algérien. On lui avait rendu hommage de son vivant. Oui. On s'était déplacé à Cherchel, il nous a fait de l'amitié de franchir le seuil de son univers. Là, on l'a vu en plein travail, sur ses gravures, sur ses lithographies. Absolument, sur ses... tout à fait, il préparait une grande exposition. Oui. C'est l'un des plus grands graveurs de l'Algérie, en tout cas, indépendante. Tout à fait, excellent. Tout à fait. Et là, la galerie Liesmine, de son vivant, la galerie Liesmine qu'anime et dirige Liesri Fati, qu'on salue s'il nous regarde ce matin. Yassir Khlifati, il y avait rendu hommage de son vivant. Et là, Fermdan, il lui rend, à la mémoire de cet artiste qui a marqué l'art pictural algérien, il a organisé cette 4e édition de la peinture algérienne dans sa diversité et dédiée à Salah Ayoun, à la mémoire de Salah Ayoun. Donc il y a tout un collectif d'artistes qui exposent leurs œuvres d'art, les artistes permanents de la galerie et des artistes aussi invités pour la circonstance par la galerie d'art Liesmine. Alors avec nous vous aussi vous avez amené des invités sur le plateau. Tout à fait. Alors avec nous ce matin, Nariman Lamla, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Pour l'invitation. Accompagnée de la sympathique et charmante Kenza Bournan. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors vous exposez, vous êtes une artiste permanente de la galerie El Yasmine. Et oui. Vous avez exposé avec ce collectif qui n'a pas hésité à répondre présent pour exposer en ce mois sacré du mois de Ramadan. Oui, à la mémoire de notre on va dire, un peu notre ami maître. Ami et maître. Plus maître, parce que nous, on arrive à côté, hein, Nari. Donc, oui, plus maître. Et donc, en sa mémoire, ça a été très émouvant de voir Aïcha, sa femme, qu'on salue. Peut-être que ce matin, elle nous regarde. Donc, on l'embrasse très fort. Et puis, on lui dit qu'on est là encore pour elle. Que même si Salah est mort, on reste là pour elle.
Voilà. Alors, vous avez participé avec... Oui, on a participé, Nari et moi, à la galerie Yasmine, justement pour cet hommage-là. Enfin, ce moment où on a pensé à Salah Hayoun, Allah yarhamou. Et puis, bon, c'était voilà, une façon de se retrouver autour de lui, de sa femme, et puis une soirée ramadanesque, comme fait l'IS chaque année. Et puis voilà, fort sympathique comme d'habitude. Absolument. C'est la 4e édition de la peinture algérienne dans sa diversité qui est dédiée à la mémoire de Salah Hayoun. Alors vous avez été invité par la galerie El Yasmine à exposer. C'est la première fois que vous exposez avec ce collectif d'artistes. Ouais, tout à fait. Bon, enfin moi je ne fais pas partie des artistes permanents de la galerie d'art El Yasmine. Et monsieur Eliasser Elifati m'a invité. Avec d'autres artistes aussi. Voilà, avec d'autres artistes. Notamment venus de l'intérieur du pays. De l'intérieur, pour participer et puis pour rendre hommage à l'artiste peintre Salah Hayoun. Voilà, c'est la première fois que j'expose. D'accord. Alors vous êtes artiste peintre autodidacte. Autodidacte, oui. Aussi. Vous êtes ingénieur en océanographie. Oui, j'étais ingénieur en océanographie. Voilà. Mais vous vous consacrez aujourd'hui pleinement à votre passion. Oui, ça fait des années que je me J'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans des expos collectives et même individuelles, notamment au Palais de la Culture, où vous disiez Kelia, tout à fait, Mustafa Kateb aussi. Ouais. Et sur ce plateau aussi. Oui, sur ce plateau, de passer avec vous. Exactement. Voilà, je travaille chaque fois par thème et puis voilà, cette fois-ci j'ai répondu présente. Vous avez exposé 2 toiles. 2 toiles qui sont... on verra tout à l'heure dans le reportage. Voilà, complètement différentes. 2 toiles diamétralement opposées. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce que vous retenez de Salah Hayoun? Quel est le souvenir qui revient quand vous vous retrouvez comme ça lors de l'expo, quand vous êtes retrouvés? Qu'est-ce que vous avez gardé en mémoire? Je garde son silence. C'est quelqu'un de très silencieux, mais en même temps, il a été très amical pour moi. Je me rappelle, j'avais exposé juste après lui, je crois 2 expos après, Nassima, je crois, juste après lui, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Vous aviez exposé... C'est ma première exposition personnelle. On avait fait des collectifs. Et il a eu des mots assez gentils pour moi. Et puis, il m'avait encouragée à l'époque. Alors que c'est quelqu'un de très silencieux. Donc, je garde de lui ce silence et beaucoup de travail. Ouais. Voilà. Alors Salah Hayoun, vous avez exposé, vous l'avez rencontré à plusieurs reprises, j'imagine, dans la galerie Yasmine et dans d'autres expositions, parce que de son vivant, il se déplaçait dans des expos individuelles, collectives. Quand il pouvait, quand il n'était pas très malade et tout, oui. Voilà, il se déplaçait. Et même, vous étiez présente le jour où on lui a rendu hommage à la galerie. Oui, un moment magnifique où il était très heureux. Oui, c'était un bon moment. Et puis on avait tous ces travaux, surtout, en fait pour les gens comme nous, comme moi qui débutent, le plus important c'est vrai que c'est cette rencontre avec l'artiste, mais au-delà de tout, c'est tous ces travaux-là qui étaient sous les yeux, mais d'un seul coup, de plusieurs dates, d'évolution, tout était là. Donc ça c'était très très agréable, en tout cas pour moi, j'ai rien raté en tout cas. Excellent. Alors sinon votre actualité, Kenza, actuellement vous savez, vous avez vraiment bougé cette année, hein, en Madrid, Paris, avec la galerie Yasmine. Il y a eu Paris d'abord, Madrid. Il y a eu Madrid vers la fin de l'année, avec la galerie Yasmine, où on s'est déplacé à l'ambassade d'Algérie à Madrid, où on a été accueillis, très très bien accueillis d'ailleurs. Et on les salue, peut-être qu'ils regardent, parce qu'ils regardent souvent mon jour d'Algérie aussi. Donc, c'est devenu des amis. Et l'IS a pris cette initiative justement à travers sa galerie de pouvoir faire bouger un peu les artistes et les sortir pour qu'on soit un peu plus visible de l'autre côté. C'est encore en expérimentation, mais c'est là encore, ça bouge, quoi. On avance. D'accord, et vous avez exposé dans la galerie de l'ambassade. On a exposé dans la galerie de l'ambassade. Il y a une galerie d'art. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Madame l'ambassadeur devait nous faire exposer dans un autre lieu. Et puis elle s'est dit, pourquoi dépenser autant de sous, puisqu'on a déjà un espace qu'on pourrait... Bon, donc elle a aménagé pour ça, pour cette exposition, la première exposition. Et donc on était 5, il y avait Hashmi Amr, il y avait Adlan Jeffel, oui, il y avait Debladji, Mustafa Nedjay et moi. Et moi-même. Une belle fratrie
On a passé d'excellents moments, on a eu un très beau public, un peu diplomatique et tout, ça n'a rien à voir avec les galeries privées, c'était assez officiel, mais c'était très intéressant. Il y a eu des échanges avec d'autres artistes espagnols? Oui, moi en tout cas je garde 2 ou 3 amis que j'ai rencontrés justement là-bas, mais voilà, c'était très bien. Je pense qu'il faut saluer Elias pour cette initiative parce que voilà, il a fait un effort extraordinaire. Absolument. Ensuite, il y a eu Paris. Et puis ensuite, il a décidé de partir sur Paris. Et nous, on le suit. À la galerie d'art que dirige Orza Tanem, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à la galerie Yasmine, puisqu'elle avait exposé à titre individuel. Ouais, une femme formidable. Elle a une galerie qui s'appelle la galerie d'art Sable d'art. Sable d'art, et qui se trouve à Montorgueil, et pas loin en tout cas de Montorgueil. Et oui, alors là c'était autre chose. Paris c'était vraiment autre chose. Vous retrouvez un peu la diaspora algérienne là-bas, vous retrouvez les émigrés là-bas, beaucoup de professionnels, ce qui a été très agréable pour des gens comme nous. Une expérience très enrichissante. De recevoir, surtout de rencontrer des professionnels, oui. Mis à part, c'est vrai que cette fratrie, de revoir les amis, de rencontrer d'autres personnes, voilà. Mais rencontrer des professionnels, c'est très, très agréable. Voilà. Ok, ben j'espère que la galerie Yasmine vous comptera aussi parmi les artistes qui exposeront plus tard. Voilà. On veut bien. La galerie Yasmine a tout un programme. En perspective, un riche programme en perspective. Et à l'honneur, cet hommage. Donc, oui, voilà, tout à fait. Bon, on reviendra sur votre actualité après avoir vu le reportage, Nariman. D'accord ? Ok, alors on va se faire plaisir et on va découvrir cette exposition collective qui a été organisée en ce mois sacré du mois de Ramadan. C'est la 4e édition de la peinture algérienne dans sa diversité qui est dédiée à la mémoire de Salah Ayoun. À la galerie El Yasmine, on rend hommage au défunt artiste Salah Ayoun. Un hommage qui se traduit par une exposition collective de peinture. Une exposition regroupant plus de 60 tableaux. Des tableaux signés par une quarantaine d'artistes. À la mémoire de cet artiste qui a marqué de son empreinte l'art pictural algérien, ils ont tous répondu présents. Plusieurs générations de peintres dans cette 4e édition de la peinture algérienne dans sa diversité. On a voulu cette année dédier cette édition à notre ami M. Ayoun Salah, ça fait 6 mois qu'il nous a quittés. Alors, la thématique de cette exposition, ou le but, c'est de réunir le maximum d'artistes, comme d'habitude, et différentes générations, différentes thématiques aussi dans le concept. Et on va remercier juste sa femme, Aïcha Meraska, épouse Ayoun, qui a quand même participé et nous a ramené ses belles pièces et son diplôme et sa médaille de mérite. Il a été honoré par son Excellence, Monsieur le Président de la République algérienne, c'est Abdelaziz Bouteflika. Sur les cimaises de la galerie, des œuvres représentant différentes expressions artistiques. Formes et couleurs évoluent en harmonie. À chacun son style, sa technique et ses outils de travail. Chacun de ces artistes donne libre cours à sa créativité. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, ils se laissent guider par leurs états d'âme. Des états d'âme à partager dans cet espace qui s'ouvre à toutes les aventures créatrices. Tout d'abord, j'ai un hommage, une pensée profonde, émue pour notre ami Salah Ayoun qui nous a quittés il y a quelques mois, Rabbi Rahmou, qui nous manque et que j'espère dans les mois qui viennent qu'il y aura des hommages, des rétrospectives dialogue pour pouvoir présenter son travail et le pérenniser. Concernant cette exposition,
nous avons affaire à la fine fleur, pratiquement des meilleurs, des anciens, les plus anciens artistes tels que Adnan, Karim Selgoua, Zerarti, tout le monde est là. Alors c'est une fusion de couleurs qui nous émerveille depuis déjà quelques années. La particularité de cette exposition, il y a des jeunes qui arrivent et qui exposent. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par leur travail. Autodidactes ou diplômés des écoles des beaux-arts, la passion les anime et les rassemble dans cette galerie d'art. Dans ce champ de créativité, il y a tout un art en mouvement. Un art en mouvement avec en toile de fond toute une symbolique en action. Dans les chemins de leur imaginaire, il y a tout un cheminement de l'âme. Leur espace plastique, ces artistes peintres l'aménagent avec force et émotion. Pour cette exposition, j'ai participé avec 2 tableaux. Le premier intitulé Mon odalisque à moi, et c'est une photographie en noir et blanc qui a été revisitée. Et c'est un petit clin d'œil aux artistes peintres orientalistes qui avaient un regard assez exotique sur la femme musulmane et particulièrement la femme algérienne. Dans cet espace chaleureux et convivial, bien des émotions à partager. Des émotions à partager en hommage à ce plasticien qui a laissé derrière lui un legs précieux. De son vivant, la galerie d'art El Yasmine lui avait rendu hommage. En ce mois sacré du mois de Ramadan, une pensée pour Salah Hioun. Salah Hioun, un artiste que nous porterons toujours dans nos cœurs. Voilà, c'était là à l'instant cette exposition organisée par la galerie, la galerie dirigée par Khilifati, la galerie d'art El en Yasmine, l'occurrence. une exposition, un florilège de talents. Tout à fait, une exposition très contrastée, aux styles variés, une exposition à laquelle participent nos 2 invités. Ouais, tout à fait. Suivez notre regard. Ouais. Donc c'était la première fois que vous exposez. Je répète encore la question. Je voulais déjà poser la question. C'est la première fois, oui. Donc j'ai été invitée par M. Lias Khilifati à participer. Donc c'était fort sympathique, vous étiez le jour du vernissage, il y avait énormément de monde, paraît-il. Nous ne sommes pas partis le jour du vernissage, on est partis 2-3 jours plus tard. Non, c'était très sympathique. Et c'est une exposition qui va durer jusqu'à juillet. 6 juillet. 6 juillet, tout à fait. Donc fort sympathique. Voilà, une exposition, une rencontre, échange, partage. Ça s'est très bien passé. Voilà. Tout à fait. Alors après, il y a eu auparavant le Printemps des Arts. Vous avez participé? Oui, vous et Kenza, vous avez participé toutes les deux. C'était une belle expérience. Ça va, oui, une très belle expérience. Ça s'était déroulé au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, exactement. Ouais. Absolument. Très bien. Alors là, je vous interromps, on voit votre peinture sur laquelle vous avez réagi. Tout à fait. Ça, c'est une peinture que j'ai depuis 3 ans, 4 ans, quand Monsieur Ilyas Khilifati m'a demandé de participer. Il m'a demandé, vaut mieux ne pas participer avec mes valises que tout le monde connaissait forcément. Valises, il y a eu la chaussure aussi. La chaussure, ça fait 2 ans, 3 ans. Et puis les valises dans le printemps des arts. Ouais. Et là, j'ai tenu à ramener ce tableau-là qui n'a jamais été exposé. D'accord. Et qui, je voulais faire juste un petit clin d'œil aux artistes peintres orientaliste qui ont ce regard un peu exotique sur la femme musulmane et particulièrement sur la femme algérienne. Donc j'ai ce regard-là. Donc j'avais envie de représenter la femme qui n'est pas, c'est pas l'image de la femme algérienne en fin de compte. Là, elle est lascive, elle est dans une position de. Parce que la femme algérienne a beaucoup plus de pudeur. Exactement, parce que le collant, on va dire, est rentré avec cette idée d'exotisme alors qui est complètement fausse. Et tout ce qui est inconnu suscite un peu
la curiosité et finalement, comme la femme, elle occupe quand même l'imaginaire de l'artiste peintre et elle occupe aussi tout son espace pictural. Donc, il est parti dans ses désirs et finalement, la femme algérienne qui est dans la pudeur et dans la retenue n'est pas cette femme que l'orientaliste dessine. Donc ça, c'était juste un petit clin d'œil plus ou moins ludique, une interaction avec le spectateur pour lui dire, bon voilà, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est une de vos peintures. Quel est le regard que pose Kenza sur le travail, enfin sur cette peinture? Le travail de Narimel, sur ce qu'elle a exposé à la galerie. C'est vrai qu'on a tendance c'est vrai qu'à travers l'histoire de l'art, on a tendance à voir cette femme algéroise, un peu algérienne, on va dire, même du sud au nord, un peu trop dénudée, un peu trop... on n'est pas féministe, hein. Non, du tout. On n'est pas féministe, mais disons que c'est vrai qu'il y a un regard féodal dessus et on a besoin d'évoluer et c'est une façon de faire évoluer les choses que je salue d'ailleurs Narimel de l'avoir fait parce que c'est nécessaire au bout d'un moment, c'est juste un clin d'œil et puis il n'y a rien de grave. Là, c'est une autre peinture à vous? Exactement. Bon, alors ça, c'est une autre peinture. C'est un nouveau travail, par contre. Je suis en train de... C'est une nouvelle thématique. Je suis en train de travailler dessus. C'est la chaise. Là, j'ai appelé l'assise. Tout à fait. Bon, c'est dans la métaphore. Pour moi, la chaise, c'est l'équilibre, c'est la base, avec ses 4 pieds, avec son dossier, relatif à... il suffit qu'un pied se casse, qu'il y ait un déséquilibre, et puis donner à chaque pied, pour moi, il y a la famille, il y a la santé, il y a les amis, il y a le travail, il y a le pouvoir. Voilà, par exemple. C'est la chaise de toutes les convoitises. Oui, on reste dans c'est la chaise de toutes les convoitises. En fait, il y a toute une réflexion autour. Et vous avez exposé aussi une de vos œuvres d'art à la Galerie Yasmine. Je ne sais pas si on va pouvoir la voir dans un petit moment. Vous avez exposé une de vos œuvres d'art. Oui. Non, là, c'est pas la vôtre. Non, c'est pas la mienne. Ça, c'est l'œuvre d'art de... Ça, c'est aussi... J'ai l'impression que c'est un dialogue avec Gauguin. C'est un dialogue avec Gauguin. C'est toujours Salah Hayoun. Oui. Mais ce visage, vraiment, il rappelle tout de suite. Voilà, son épouse a ramené, il avait dit dans le reportage, 2 de ses œuvres d'art, 2 œuvres d'art exposées à la Galerie Yasmine. Là, on va voir dans un petit moment, on va voir vos... Là, c'est Valentina Ranem, mais l'autre peinture... Ouzani. Voilà. Ouzani. Shafa Ouzani, un artiste peintre de Béjaïa, qu'on salue ce matin s'il nous regarde. Totalement. Et voilà, la peinture, le tableau tout en haut. Il fait partie d'une série, d'une collection, ça fait l'objet d'une série. C'est toujours tiré d'une thématique parce que je ne travaille pas, je suis pas dans le hasard et je ne suis pas dans l'inspiration du moment. Je suis dans un travail tout le temps de réflexion. Et j'avais entamé il y a quelques mois, il y a quand même 8 mois, une nouvelle thématique. Après, sur le fil, je me suis donné le temps j'ai pris le temps et puis ça prend aux tripes en fait. C'est pas se donner le temps, c'est pas comme si c'était organisé quoi. On a envie que ça soit plus organisé que ça, mais ça prend aux tripes et c'est comme ça. Et après ça s'organise parce que la thématique veut une discipline, mais sinon ça prend aux tripes d'abord. Donc oui, elle fait partie d'une nouvelle thématique et dont la première peinture c'est celle-ci. Il y en a une deuxième dont j'ai exposé au niveau des Printemps des Arts et donc l'IS a décidé de la réexposer pour la mémoire de Hayoun. Et la continuité se trouve à l'Espaco parce que justement on y arrive. J'ai été invitée à l'Espaco pendant le mois de Ramadan pareil et comme j'avais une installation de 2 mètres sur 2 mètres et demi qui était destinée à qui était destinée au départ. Je sais pas ce que tu as envie de me dire, destinée à quoi? Destinée au départ à Arta. En tout cas, nous on est suspendus. On est suspendus au lait. J'ai complètement oublié maintenant que je l'ai explosé. Parce que j'ai complètement oublié que c'était pour Arta. Voilà, vous m'en aviez parlé. En fait, non, il faut que tu saches quelque chose. Pardon, ça lui tenait tellement à cœur. C'est vrai quand on fait un travail, on a envie d'exposer. Une installation, je vous dis pas. J'ai pas encore vu, mais. Elle est forte. Ah ouais. C'est une grande force. Disons que je l'avais pas fait pour Arta. Parce que ça serait un mensonge que de dire que je ne travaille jamais pour un événement. Je sais pas faire. Mais si je ne travaille pas, non, je ne sais pas faire.
Travailler pour un événement, soit avec un gyrophare sur la tête, je ne sais pas faire. J'ai besoin de réflexion, j'ai besoin de temps. De temps, surtout. Voilà. Et donc, pour cet événement-là à l'ESPACO, j'ai sorti, parce que c'est tout un travail, c'est un montage. Tout le travail s'est fait en 8-9 mois. Ah ouais, c'est un mur, hein? Oui, c'est abruptum. C'est abruptum, c'est un mur, c'est pas un mur. Mais c'est un mur en même temps. C'est une passerelle, c'est un pont, mais non, c'est pas un pont. C'est une passerelle et c'est pas non plus une passerelle. C'est une grande interrogation. D'accord. Alors je vous reposerai cette question ce mercredi soir, puisque je me rendre à ESPACO. Oui, ce sera avec plaisir. On va découvrir avec mon équipe votre installation et les autres œuvres d'art qui sont exposées. Voilà, cette toile-là. Et on y reviendra la semaine prochaine. C'est un départ de cette thématique. C'est cette toile qui est née d'abord. Et c'est un départ sur l'abîme. Voilà. Ok. On n'a plus beaucoup de temps, Kenza, malheureusement. Rendez-vous à ESPACO. Et plus de détails sur l'exposition d'ESPACO la semaine prochaine. Ce sera après l'Aïd, Inch'Allah. Sinon, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. Ça a été un plaisir, mesdames, de vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie. Pardon, je veux juste dire à tous les Algériens que Dieu nous apporte paix et joie et puis qu'on s'apaise un peu. Ça serait magnifique, qu'on s'apaise. Voilà. Merci. Vous voulez présenter vos vœux aussi? Bah oui, Saha Ramadankom, la fin déjà, et puis Saha Eidkom avec la Qouba al-Amilja, Inch'Allah. Voilà. Eh bien, moi je me joins à vous aussi pour vous dire à tous nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce matin, je leur dis Saha Ramadankom, bonne fin de Ramadan et Eidkom Mubarak, Bilhna wa Saha, Inch'Allah. Merci infiniment Nassiba, on vous retrouvera donc après la semaine prochaine avec plaisir. Voilà, on aura l'occasion de se faire les vœux de vive voix, certainement. Mais en fait, vous parliez tout à l'heure de cette exposition qui a été inaugurée par le biais aussi d'une animation artistique, la musique aussi adoucit les mœurs et amène la paix. Tout à fait. Vous parliez de paix, donc c'est vrai que on va continuer de parler de celle qui adoucit les mœurs tout de suite avec un reportage qui retrace le déroulement d'un concert abrité par la salle Ibn Zeydoun cette semaine, samedi en l'occurrence. Il s'agit d'un concert caritatif à l'effet de financer justement la maison de l'enfant, une maison de l'enfant initiée par le réseau NADA dont le représentant et président sera parmi nous dans un tout petit moment. Restez avec nous. Ce lundi à la salle Ibn Khaldoun, nombreux ceux qui ont répondu à l'appel du réseau NADA. Venir assister à un concert caritatif afin de soutenir un joli projet. Celui de la construction du foyer du cœur, un foyer pour enfants maltraités. Cette soirée, elle rentre bien sûr dans la vulgarisation des droits de l'enfant, mais aussi pour notre projet, le foyer de cœur que nous sommes en train de réaliser pour les enfants qui sont violentés. Et c'est un projet qui va permettre l'accueil de 200 enfants une fois réalisé. Et c'est les enfants qui sont maltraités, en difficulté. Zerlouk, Koussim Boras, Amel Zen et Riles, tous ces artistes ont tenu à mettre une pierre à l'édifice et soutenir ce projet en marquant leur présence sur scène. Ils nous diront tous que ça en va de leur responsabilité autant que citoyens, car chaque enfant a le droit à une vie digne. C'est important autant que citoyenne tout court, lambda, parce que ça devrait être une culture, la solidarité, pas que chez les artistes. Mais c'est vrai que le rôle de l'artiste est un peu plus pertinent sur le plan de la sensibilisation. L'artiste a cette faculté de générer plus de sensibilité et de fidéliser la masse pour ce genre de cause. Et pour ma part, je trouve que c'est très important de s'engager dans des causes comme l'enfance, parce que tout simplement investir dans l'enfance, c'est investir aussi
dans l'avenir de notre pays. Et moi-même, j'ai été enfant dans ma vie, donc j'ai envie de voir les enfants s'épanouir. J'ai surtout envie de voir des enfants en difficulté, surpasser et dépasser ces difficultés, mais ils ne le feront pas seuls. Ça veut dire qu'ils ont besoin des adultes, des gens comme nous, des gens, par exemple, pas seulement des artistes, des journalistes, des avocats, des juges, enfin tous les membres de la société, enfin dire les adultes. Les bénéfices de la soirée aideront à la construction du foyer. Voilà pourquoi certains enfants et adolescents présents dans la salle étaient très fiers d'acheter leurs billets et venir en aide à d'autres enfants comme eux. Je suis venue assister à un concert et je sais que ça va aider d'autres enfants, donc ça me fait plaisir. Je suis venue parce que c'est pour la bonne cause. Les fonds du concert organisé vont aller à la construction d'un foyer pour les enfants maltraités. C'est vraiment une cause qui en vaut la peine. Le foyer du cœur ouvrira ses portes d'ici une année à Bouchaoui grâce au réseau NADA et à tous ses bénévoles. Merci à Taous Aït Hamouda de nous avoir permis d'être sur place à la salle Ibn Zaydoun pour assister, pour voir un petit peu l'émotion de toutes ces personnes qui ont pris part à cette œuvre caritative initiée par le réseau NADA, dont le président est avec nous ce matin. Bienvenue Abdelrahman Arara. Bonjour, oui. Nombreuses sont les initiatives de ce réseau qui regroupe, qui fédère pas moins de 130 associations. Effectivement, donc c'est une vision qu'on a installée depuis déjà quelques années jusqu'à 2022. Oui. On est convaincu que la société civile, à travers notre réseau qui regroupe aujourd'hui 150 associations, et surtout c'est des professionnels qu'on veut à travers les 150 associations pour qu'ils puissent participer dans tous les mécanismes de la protection de l'enfant. D'ailleurs, vous avez initié des sessions de formation à l'effet de renforcer les capacités de tous les bénévoles. Oui. Effectivement, donc on a formé plus de 90 formateurs au niveau national, 550 animateurs sur les droits de l'enfant. Voilà. Ça, il y a la suite. Hein. Il y a la suite en matière de formation spécialisée. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas encore, parce qu'il y a toujours des personnes à informer qui ne connaissent pas le réseau NADA. Et il faudrait rappeler que c'est un réseau qui a été créé donc, à l'effet justement de promouvoir la défense des droits de l'enfant. Voilà. C'est assez important, mais nous sommes en train de développer aussi tout ce qui est citoyenneté et droits de l'enfant. Oui. Permettre à l'enfant de connaître ses droits, ses devoirs, de connaître les lois, la Convention internationale, la même chose pour les parents, la même chose pour les professionnels, pour les gens de la société civile. C'est le futur citoyen. En tout cas, plus il connaît ses droits, plus on va être sûr qu'il va les défendre, mais aussi qu'il va défendre les autres. Ça, c'est le plus important. Ils sont en train d'initier différents programmes, différents projets, tels que le foyer de cœur ou bien le numéro vert depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et on a d'autres projets, par exemple, sur l'exploitation économique des enfants. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Tout à fait. Voilà. C'est aussi à cet effet que nous vous avons convié à ce plateau, M. Arar. C'est pour parler justement de la défense de ce droit en particulier, c'est la protection de l'enfant contre l'exploitation par le travail, c'est bien cela? Et l'exploitation, mais surtout, lorsqu'on fait le constat, c'est plus sur le marché informel. Oui. Alhamdoulilah, en Algérie, sur le marché formel, entreprises publiques ou bien privées, qu'ils ont une déclaration, qu'ils ont une existence légale, etc. On n'a pas ça. Oui. On est tranquille et les chiffres ils les confirment. Mais sur le plan informel, parce qu'il y a une relation sociale, il n'y a pas une relation travail. Et là, c'est le grand boulot, c'est le grand travail qu'il faut faire en matière de sensibilisation, de vigilance, mais aussi de prise en charge et de lutter contre l'exploitation. Il y a des personnes qui exploitent les enfants, soit les proches, la famille, qui poussent l'enfant
en cas de besoin, ou bien ils n'ont pas besoin, ils poussent l'enfant vers ça. Apporter le poids de la survie de la famille sur ses frêles épaules. Mais il y a des commerçants, commerçants, surtout dans l'activité commerciale, et qui utilisent l'enfant. Oui. Et on le voit pendant le mois de carême, pendant l'Aïd, pendant les vacances, les enfants, comment ils vont inonder les plages, par exemple. Oui. Ça, c'est énorme, les parkings. Oui. Les espaces Là, on voit commerciaux. des images, mais certainement pas algériennes. C'est pas algérien. C'est pas algérien, ça, mais dans le on voit milieu... un petit peu ces petits bambins qui devraient jouer normalement, qui devraient être à l'école et qui sont privés de leur... Jusqu'à 18 ans, il est toujours enfant. Oui, tout à fait. Et la Et constitution là, ils cassent carrément des pierres, et ça, heureusement, fort heureusement, on ne le voit pas chez nous. Nous, on n'a pas les pires formes d'exploitation. Hein. Tout à fait. On a plus des activités sur le champ commercial, mais ça touche la santé, ça touche la dignité, le côté éducatif de l'enfant. Oui. On a plus d'activités dans l'agriculture, on a plus d'activités dans les quelques ateliers de construction. Oui. Et il y a des entrepreneurs qui utilisent l'enfant dans les chantiers, comme manœuvre, etc. Ça, c'est à condamner, entre 15 et 18 ans, c'est pas permis. C'est à condamner. Oui, bien sûr, parce qu'après, ce futur citoyen, s'il est malade, s'il est mal s'il ne s'épanouit pas, formé, voilà. C'est pour ça aujourd'hui, il faut lutter contre ces situations, mais aussi, il faut arriver à 0 enfant dans l'exploitation économique. Très bien. Ça, c'est un rêve. Absolument. Là, on voit dans les milieux agricoles, effectivement, hélas, chez nous, on exploite quand même. On utilise l'enfant, les mains, ses petites mains. Surtout pendant la récolte et tout ça. Pendant les récoltes. Ça, il faut voir comment ils portent les caisses des pommes de terre ou bien des tomates, etc. Et il y a des enfants qui travaillent plus de 2 heures pendant la journée. Ça, c'est pas permis, ça, c'est pas permis. C'est pour ça qu'il faut avoir d'autres alternatives en matière d'animation, culture, de loisirs, etc. pour ces enfants-là. Pendant que vous évoquiez cela tout à l'heure, M. Harhar, les images défilaient sur l'écran, des images qui illustraient un petit peu le travail de vos équipes, les équipes qui sont déployées aussi pour l'écoute, parce que vous êtes le seul réseau qui a offert ça, qui a permis cela. Avoir justement cet espace d'écoute pour les enfants. 50% de la solution, c'est l'écoute. Oui. Après, c'est l'accompagnement, c'est proposer des solutions, c'est la mise hors danger de l'enfant en cas de conflit d'exploitation. Et je pense qu'aujourd'hui en Algérie, on a développé la culture de l'écoute. Ça, c'est important. Mais derrière, il y a une culture de signalement. Parce qu'il y a une vigilance. Il y a un civisme qui s'installe. Oui, on voit des enfants violentés dans l'image qui vient de... Ça, c'est important pour nous. Parce que, écoutez, signaler, c'est participer dans la solution, c'est participer dans la protection, c'est participer dans le bien-être des enfants. Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser, quelle que soit la situation de conflit, d'utilisation de violence, l'enfant, il faut qu'il reste hors cette situation et hors utilisation. C'est ça le plus important. Absolument. Même au sein de la famille. S'il y a des conflits familiales, conjugales, il ne faut pas utiliser l'enfant. Il ne faut pas faire l'enfant comme un objet pour se venger de l'autre. Tout à fait. C'est ça le plus important pour nous et je pense que ça marche. C'est-à-dire que vous avez mis en place un dispositif d'écoute, mais également un autre dispositif d'alerte systématique qui accompagne aussi l'enfant dans toute situation portant atteinte à ses droits. Et c'est dire un petit peu, voilà, ce sont 2 outils qui sont très importants pour améliorer les conditions des droits de l'enfant en Algérie. Et c'est dire aussi que ça permet aussi de protéger l'enfant par le biais de contacts directs avec les institutions qui sont à même de le faire, la gendarmerie, la police. Vous travaillez de concert avec ces institutions. La justice, la solidarité, que je salue beaucoup les institutions qui ont cette responsabilité de protéger l'enfant. Et grâce à eux qu'on a mis cette coordination quotidienne. Donc on arrive à régler des problèmes à distance. Ça, c'est important. Aujourd'hui, le réseau NADA, il se constitue comme partie civile au niveau des tribunaux. Et il y a toute une concertation avec les juges des familles.
il y a beaucoup de problèmes en cas de conflit familial, en cas de divorce, en cas de khola, des problèmes liés à la visite, la pension alimentaire des enfants. Il y a beaucoup de problèmes. Et là, c'est grâce à la justice qu'on a pu avoir des réponses sur des situations, sur des cas. Et il reste à faire. Et je pense que l'Algérie, elle est en train d'avancer sur la protection des enfants par rapport à d'autres régions et par rapport aussi à la Convention internationale des droits de l'enfant. Oui, nous intervenons aujourd'hui à l'occasion de cette journée mondiale consacrée à la lutte contre le travail de l'enfant. Et à cet effet, j'ai envie quand même de saluer vos efforts parce que ces cellules d'écoute, ces dispositifs de signalement ont permis à la gendarmerie nationale sur les autoroutes d'éradiquer la présence de bambins de 6, 7, 8, voilà, on a vu même plus petits bambins vendre des galettes sur les autoroutes, ce qui est très dangereux. On en voit moins aujourd'hui, on voit des adultes le faire et non plus les enfants. Ça, c'est déjà un acquis. Une avancée, mais il ne faut pas s'arrêter ici. Il faut que d'autres acteurs interviennent auprès de la famille pour des réponses sociales, parce qu'il y a des familles qui sont dans le besoin. Il y a des enfants qui ont quitté l'école. Il faut les accompagner pour la formation professionnelle. Il faut les accompagner pour d'autres alternatives. Pendant, par exemple, le temps vide et libre. Là, on est sur 3 mois de vacances pendant l'été. Il faut des alternatives culturelles. Il faut des alternatives de mobilité. Il faut que l'enfant voyage. Il faut qu'il découvre. Il faut qu'il voit l'autre monde. Ça, c'est important. Mais la famille qui n'a pas cette possibilité en matière de ressources, il faut que les politiques publiques arrivent à répondre à ça. Ça, c'est important. Et ça, c'est un grand chantier. Et là, je pense avec le ministère de la Solidarité et les autres acteurs. La jeunesse et les sports aussi. La jeunesse et les sports, la culture, la communication. Je pense qu'il y a un travail qui se prépare dans ce sens. Il ne suffit pas de travailler juste la masse, organiser des colonies de vacances. Non. Il faut aller vers vraiment le cas par cas et donner une réponse pour chacun et pour chacune. Et c'est ça, je pense, le respect des droits. Oui, voilà. et la promotion de la culture des droits de l'enfant, ça c'est quoi de mieux qu'un réseau comprenant 130 associations pour le faire, pour ce travail de proximité, pour que ce travail de proximité puisse se réaliser sur le terrain concrètement. En tout cas, vous avez été à l'origine de la création d'un centre d'animation pour la promotion de cette culture des droits de l'enfant, un centre de formation et d'information qui joue un rôle important aujourd'hui dans la société. Effectivement, ça fait depuis 2015 qu'on a créé cette école et un centre d'animation sur les droits de l'enfant, mais aussi qui touche l'environnement, qui touche les enfants qui sont en difficulté scolaire. Il est situé à Benaknoun. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille. Donc sur la semaine, donc, il cible les enfants qui ont cette difficulté scolaire. Et on vient de clôturer l'année scolaire en mai. Mais pendant les vacances, pendant les week-ends, donc un travail vers la famille, un travail vers les enfants. Il y a des ateliers culturels. D'ailleurs, ils ont monté depuis 3 mois une pièce de théâtre sur l'échec scolaire. Oui, très bien. Ils doivent être intéressants à voir. Sur l'échec scolaire et l'avenir de la fille qui quitte l'école. Et quelle alternative pour cette famille, pour cette fille. Et c'est les enfants qui ont écrit le scénario. Bien sûr, il y avait un accompagnement. Qu'ils ont fait la mise en œuvre de la pièce, la mise en scène. Et même le décor. Même le décor, etc. Et on a vu ces 10 enfants qui étaient victimes déjà d'une situation de maltraitance. Très bien. Et après, à travers la pièce de théâtre, on a pu réparer la personnalité de quelques enfants. Par rapport à ses liens sociaux, par rapport à sa famille, par rapport à sa relation avec ses parents, par rapport à l'environnement de cette victime. C'est vraiment génial. Hein? Donc, lorsqu'on utilise la culture pour guérir le mal, pour guérir la maltraitance. Et c'est très bien d'avoir réfléchi à ce foyer d'enfants maltraités, d'avoir aussi appelé la société à prendre part à cette action qui concerne un peu tout le monde, parce que nul n'est à l'abri d'une violence dans notre pays ou dans tout autre pays. Donc c'est bien d'avoir quand même permis aux citoyens de participer à cette action caritative. Les citoyens, mais aussi les leaders de la société.
tels que les artistes, les chanteurs ou bien les chanteuses. C'est assez important pour nous. Un artiste, il peut véhiculer aussi le message, il peut participer dans les réponses. Et l'organisation de ce gala de solidarité, ça a été remarquable avec la participation des 5 chanteurs qui ont voulu participer dans cette solidarité. Et plus, ils sont en train d'activer dans les réseaux sociaux pour sensibiliser pour les continuer citoyens l'action. et continuer l'action. Et je pense qu'il y a un engagement de moralité par rapport à cette cause. Et dès que l'artiste il trouve le cadre, il trouve le sérieux, et il trouve que la cause il peut porter avec nous sans aucun retour. Ça, c'est important. Je pense que l'engagement, il était là. Et avec cette solidarité, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Absolument, on souhaite pérennité à ce type d'action et une continuité. Et j'espère qu'on sera là au rendez-vous à l'heure de l'ouverture de ce foyer pour enfants à Bouchaoui. Donc le site est pas mal quand même. Hein. C'est à côté d'une forêt. Ça va faciliter un petit peu le travail psychologique. Il n'est pas loin d'Alger, c'est important, accessible, mais le plus important, c'est les services qu'on va offrir pour cette population. C'est excellent. Merci beaucoup, M. Abdelrahman Arar, de nous avoir permis de revenir sur cette belle initiative et aussi de rappeler l'émission du réseau NADA, un réseau qui a été créé pour la défense des droits de l'enfant en Algérie. Donc, continuité pour tout ça et puis bonne fin de mois de Ramadan. Et puis bon, avec anticipation, pourquoi pas, Saïd, comme à tous les bénévoles justement de votre réseau, le réseau NADA en l'occurrence. On continue de parler de solidarité dans notre plateau puisque nous allons parler d'insertion des enfants trisomiques dans une très belle expérience lancée d'ailleurs par un ami et confrère, Mahrez Rabia. Les soirées ont été multiples justement en cette saison d'été, et puis aussi à l'occasion du mois de Ramadan, donc un espace d'animation où les trisomiques ont pu activement participer justement au travail au même titre que tous les valides. On va voir encore cette belle expérience de partage couverte pour nous et pour vous par Fari Al-Hamdi. Les soirées ramadanesques en plein air se multiplient, de quoi ravir les Algérois qui se voient offrir un large choix. Le mois de Ramadan coïncide depuis quelques années avec la saison estivale et est devenu le mois dont les soirées et événements en tout genre se répandent un peu partout dans le pays. Je découvre, c'est la première fois que je viens ici, et puis voilà. Apparemment, c'est un cadre qui est exceptionnel et c'est vraiment, ça fait plaisir de voir des choses comme ça en Algérie. C'est un endroit magique, hein. Voilà, donc où on se sent bien, c'est un endroit familial, voilà, on peut passer de très agréables moments. C'est assez varié, donc exactement, il y a des personnes qui souhaitent passer un bon temps à voir un film, donc c'est possible. Il y en a d'autres qui souhaitent s'allonger et discuter entre amis, c'est possible. On peut jouer au domino, il y en a d'autres qui souhaitent, je sais pas, être... donc c'est vraiment, il y a plusieurs thématiques et c'est vraiment intéressant, donc on est très contents, nous. C'est un endroit sympathique, c'est plutôt convivial, c'est bon enfant, donc c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Je trouve que ce concept est très bien pensé, avec la diversité des thèmes. On passe une super soirée et on aimerait que ces endroits se démultiplient sur Alger et un peu partout en Algérie. Ce serait super sympa. La fabrique organise des soirées au niveau des bois des arcades. Au programme, décoration ramadanesque, belle ambiance, animée par le DJ Islam. Moi, je suis le DJ ici. Donc pour aujourd'hui, c'est un programme plus chill out, deep house, new disco. C'est des sons qui aident à se relaxer pour avoir une conversation, pour parler entre amis et tout. Et pour s'installer, bien sûr. Lazem, il le faut, il suffit à demander aux clients, ils vont vous répondre. Inch'Allah. Je vous en prie.
Les organisateurs n'hésitent pas à innover pour apporter chaque année de nouveaux concepts. Nous, c'était important pour nous de recevoir toutes les catégories, c'est-à-dire ceux qui voulaient venir prendre un thé, un café, un qalbelouz, et ceux qui voulaient juste sortir, voir des couleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, la couleur, c'est quelque chose qui manque dans la société. C'est quelque chose qui, quand vous offrez un jardin, un petit espace gazon et un peu de couleur, c'est de la luminothérapie, c'est des gens qui sont heureux de prendre un peu l'air, et dès qu'il fait beau, on est plein. Les trisomiques, c'est une aventure qui avait commencé l'année dernière au Palais des Raïs, au Passion 23, où on avait fait travailler 11 trisomiques. En jeunes trisomiques qui étaient des jeunes fabuleux qui ont travaillé pendant un mois soit dans le service, soit au niveau des cuisines, soit au niveau de l'accueil. Et cette année, on a réitéré l'expérience avec 2 jeunes seulement parce qu'on n'avait pas non plus les moyens, mais on tenait à continuer un peu dans la même lancée. Et le but, avant tout, n'était pas juste de ramener des trisomiques et de les exposer. Le but, c'était avant tout de ramener ces jeunes-là, de leur proposer un travail, d'être payés à un vrai salaire au-dessus du SMIC, ça c'est important pour nous, mais aussi de donner l'exemple à ces milliers de personnes qui viennent nous rendre visite. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas exposés. Ils sont là pour montrer qu'ils peuvent travailler, qu'ils peuvent être à la sécurité, qu'ils peuvent être au niveau des cuisines, qu'ils peuvent être au service. C'est vrai qu'il y a des programmes qui sont adaptés pour eux parce qu'on ne peut pas non plus les faire travailler pour à la même charge de travail, au même niveau de travail que les autres. Mais pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de représentants d'entreprises qui viennent passer leur soirée, c'est un petit déclic. ثاني والعيد راه قريب واش تقول للناس لما يشوفوا فيك تاع كانال الجيري بمناسبه العيد واش تقول لهم؟ نقول لهم صحة عيدكم وامد ان شاء الله على ان الحيين نطلعوا في ماليكم وطلعوا في خوتكم وخافوش انا معاكم. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. Les amoureux de la nature sont gâtés. Un programme riche et varié est proposé dans cet bel endroit, rien que pour se ressourcer après une journée de jeûne. C'était là un reportage signé Feria Hamdi qui s'est déplacé jusqu'au Bois des Arcades pour nous ramener ces échos très intéressants et voilà pour illustrer cette belle initiative donc citoyenne à l'effet de l'insertion des trisomiques. Donc tout de suite nous allons également parler de sport dans notre matinale. Aujourd'hui nous allons parler de sport féminin en particulier et puis pour démarrer cette séquence d'abord bienvenue à notre invitée Assia Zelouri. Bienvenue, donc vous êtes secrétaire générale de l'Association nationale de la promotion et du développement du sport féminin en Algérie. Tout à fait. Voilà, donc une association qui couvre un petit peu l'ensemble du territoire, qui a ses ramifications dans toutes les wilayas. Pratiquement. Très bien, et qui œuvre pour la promotion du sport. Alors un petit mot pour l'équipe d'abord féminine de football, s'il vous plaît, parce qu'il faut quand même leur rendre hommage. Tout à fait. D'abord, bonjour tout le monde, Sahar Ramadankom. L'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin, comme je viens de vous le dire, a envoyé une lettre de félicitations à la Fédération algérienne de football pour féliciter l'équipe nationale féminine pour son... Ils ont, voilà, l'équipe qui vient de décrocher son ticket pour la CAN 2019. Pour la CAN 2019. Qualifiée et avec brio contre l'Éthiopie. Contre l'Éthiopie. Donc voilà, l'association est là pour donner beaucoup... pour essayer de pousser la femme algérienne à faire du sport, à développer le sport, à promouvoir le sport et surtout dans les villes de l'intérieur. Oui, en tout cas, on les a vues, elles sont vraiment motivées, ces dames qui nous ont honorées, qui ont permis à l'emblème national d'être hautement levé dans ces compétitions, et qui ont gagné avec brio, puisqu'elles ont remporté le match aller et le match retour pour la qualification contre l'Éthiopie, plus les autres matchs remportés bien avant. Tout à fait. Voilà. Donc, notre association a envoyé une lettre de félicitations à la Fédération algérienne de football. Il faut dire que jusque-là, elles ont déjà participé à la CAN, mais
en premier tour. On leur souhaite vraiment de dépasser cette fois-ci le premier tour et d'accéder peut-être au carré de finale ou au demi-finale, qui sait. Pourquoi pas. On leur souhaite en tout cas bon vent les Vertes si vous nous suivez ce matin. Donc bravo et voilà, salutations de la part de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie. Madame Assia Zarrouqi, donc quels sont les sports défendus par votre association essentiellement? Quels sont ceux que vous essayez de propager ou voilà, qui sont accessibles un petit peu? De toutes les manières, depuis les dernières élections, donc nous avons une nouvelle présidente qui est en l'occurrence Madame Tounia Hadjab. Oui. Donc auparavant, l'association s'arrêtait beaucoup plus au sport collectif. Oui. Volleyball, basketball, handball, plus ou moins football. Par contre, ces derniers temps, depuis mars 2017, nous essayons de faire entrer beaucoup d'autres sports, entre autres les sports mécaniques. Oui. Donc l'association nationale a fait des stages, en ce qui concerne les sports mécaniques, mais surtout le rallye de régularité. Très bien. Avec tout ça en coordination avec la Fédération algérienne des sports mécaniques. Et il faut dire que nous travaillons toujours en collaboration avec les fédérations et par là même, nous essayons de signer des conventions avec ces fédérations-là pour qu'elles nous aident à promouvoir le sport. Et à casser un petit peu l'esprit misogyne de certains qui Tout voient à la fait. femme un danger sur la route, alors que c'est la femme qui est la plus prudente. La femme est la plus prudente. Donc, par exemple, pour le rallye de régularité que je ne connaissais pas, nous avons fait un stage à Suidania où ont participé un certain nombre de wilayas. Donc, nous sommes à 33 wilayas. Très bien. Sur 44, nous essayons pour la deuxième étape 2018, Inch'Allah, d'arriver aux 48 wilayas. Donc, des dames sont venues de différentes wilayas. Elles ont participé au stage de régularité. En qualité de pilote. En donc, qualité, voilà, il y a le pilote et le copilote. Très bien. Donc, et puis, nous avons dernièrement, nous avons eu une course, nous avons fait une course à Sétif. Il y a eu le premier rallye de régularité de l'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin. Et je pense qu'une seconde manifestation attend justement nos pilotes prochainement aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc prochainement du 3 au 6 à Ain Mouchent, il va y avoir un rallye de régularité, une course de rallye de régularité qui va englober toutes les wilayas, les 33 wilayas. Il y aura un pilote et un copilote, et cela à l'occasion des festivités du 5 juillet. Du 5 juillet, donc la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Excellent, donc c'est la perspective donc, attendue par les bénévoles, mais aussi par toute cette frange de la société que vous avez initiée au sport mécanique. Il y a d'autres sports individuels qui sont promus par l'association. Oui, il y a d'autres sports individuels. Par exemple, en 2017, nous avons organisé la nuit des arts martiaux, qui ne s'est jamais fait, à la salle Harsha, où ont participé plusieurs associations de wilayas, plusieurs wilayas ont ramené des représentantes spécialisées dans les arts martiaux. Très bien. Donc c'était la nuit des arts martiaux qui est passée en direct à la télévision. Toutes disciplines confondues. Toutes disciplines confondues. Donc il y a cela. Il faut dire que Dounia Hadjab en connaît un bout sur ces disciplines, puisqu'elle était judocate, judocate, et c'est un juge international. Juge international, tout à fait, pour ce qui relève de du judo, il me semble. Mais la présidente ne s'arrête pas qu'au judo, là, aux arts martiaux. Donc nous avons les sports mécaniques. Nous avons par exemple signé des conventions avec pas mal de fédérations pour qu'il y ait un échange entre nous, pour que ces fédérations puissent nous permettre de faire une formation. Parce que nous avons au niveau des wilayas
des personnes qui ne sont pas très spécialisées dans les sports. Donc, il y a des petites formations qui vont leur permettre un petit peu d'accéder à l'activité sportive, qu'elle soit. En plus, bravo pour avoir aussi permis dans toutes les villes la pratique de l'aérobic pour toutes les femmes qui ne sont pas dans la compétition. En tout cas, nous arrivons au terme de cette émission. Madame Zerouki Assia, merci d'avoir été avec nous, vous qui êtes secrétaire générale de l'Association nationale de la promotion et du développement du sport féminin. Donc voilà un tout dernier mot, je ne sais pas si on peut se permettre. Eh bien, je vous dis Sahaïdkom à l'avance. Sahaïdkom, tout le peuple algérien, et je voudrais passer un petit coucou. Mais rapide. C'est l'anniversaire de ma petite Mejda, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Eh ben, joyeux anniversaire Mejda, et à tous ceux qui sont nés en ce 12 juin 2018, enfin pas 2018, ils sont nés bien avant. Mais bon, les nouvelles naissances aussi, pourquoi pas. Merci de nous avoir suivis, restez avec les programmes de Canal Algérie qui se poursuivront jusqu'en soirée. Donc, et puis bonne fin Ramadan à tous, et puis Sahaïdkom un petit peu précocement parce que je ne serai pas là pendant les festivités. Donc bisous à tout le monde et voilà, je vous aime. À très vite. Aimez-vous les uns les autres. Voilà, restez en paix. عييت انايا من نهار الناس بتخالتي نسيبتي هذه وانا غنفتهم بها. لو كان واحد نلعب شوط بلادي ماشي خير، كاش ما نربح طوموبيل على روحي. حاولتوا واحد تلعبوا نتوما ثانيت. عارفوا غير الدشره هذا ما كان. اسامس غير صغير 66 صفر 26 10 برك. هيا صحيتو. هي منطقة مشهورة بمناظرها المبهرة، بحيث اختلطت خضرة الغابات بزرقة مياه البحر العذب اللي فيه مختلف أنواع الأسماك. كيفاش ننسى بلاد الخير، كيفاش يصبر قلبي تهنى. عرفت دشرة اليوم الموجودة أولا في ولاية تيبازا، ثانيا